l'interview n'est pas à Brazzaville, mais à Bangui, Bangui la Coquette, la capitale de la République centrafricaine. Bangui la Coquette, c'était avant. Aujourd'hui, on peut dire d'une manière métaphorique, c'est Bangui la Machette. On reçoit aujourd'hui comme invité le premier dans notre série des émissions qu'on va réaliser dans la capitale centrafricaine, M. Guy Simplice Kodege, porte-parole du président de la transition centrafricaine, Michel Diotodia. Avec lui, nous allons parler de pourquoi il a choisi de défendre M. Diotodia, et on lui dit aujourd'hui, le prénomme aujourd'hui dans la ville centrafricaine ou à Bangui comme l'avocat du diable. Pourquoi en 10 mois, la Séléka, qui était venue avec plein d'espoir, n'a pas su mettre de l'ordre dans ce pays? Ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. Comme je vous ai annoncé à l'introduction de cette émission, nous sommes à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ici, c'est où le fondateur de ce pays, M. Barthélemy Boganda, avait rêvé de l'intégration africaine. Mais comme ce pays, il est mort même avant l'indépendance de la RCA. Voilà un pays plein d'espoir qui n'a jamais décollé. Et il paraît que le développement de ce pays s'est arrêté en 1979 avec le départ de l'empereur Jean Bendel Bokassa. Mais on ne va pas parler de l'histoire, mais on parle d'un monsieur que vous tous vous le connaissez bien. Il se nomme Guy Simplice Kodege. Il est aussi connu d'une manière dérisoire ou pas comme l'avocat du diable parce qu'il était le porte-parole de Michel Diotodia. Monsieur Guy Simplice Kodege, soyez les bienvenus. Merci et grand merci à vous, à vos téléspectateurs, à tous ceux qui ont l'habitude de loin ou de près à suivre vos émissions. D'accord. Est-ce que ça vous gêne quand on vous appelle l'avocat du diable? À tort ou à raison, nous sommes face à une situation de la gestion d'un pays, d'un État, qui a connu des hauts et des bas, et surtout beaucoup de difficultés, beaucoup d'exactions. Et si l'on en prend la situation actuelle de la Centrafrique, on ne peut pas se féliciter de tout ce qui peut être des vocables qui caractérisent chacun des hommes politiques, des institutions de la Centrafrique, des forces vives de la nation. En un mot, de la Centrafrique. Nous ne sommes pas fiers aujourd'hui de notre nation, alors que hier, on rêvait d'être la Suisse africaine. On rêvait d'être un pays au cœur de l'Afrique qui pourrait porter l'espoir de tout un continent, ensemble avec les autres. Malheureusement, nous sommes tombés très bas par notre propre faute, par notre manque de visibilité, par ce qui nous caractérise au profond de nous-mêmes et que nous avions tenté de laisser de côté et de penser que nous pouvions importer d'autres valeurs, lesquelles valeurs qui sont négatives aujourd'hui. D'accord. Vous dites que vous rêvez d'être une Suisse africaine. Vous êtes devenu, je pense, une Yougoslavie, une petite Yougoslavie. C'est la même chose. Quand Pascal Lissouba est venu au pouvoir à Brazzaville, il avait promis de faire de Congo-Brazzaville la Suisse, une petite Suisse, mais il a laissé une petite Yougoslavie, les guerres civiles, les guerres tribales. Bon, maintenant, vous êtes quand même la voix, le défenseur du pire des régimes que la République centrafricaine a connu, non? Je vous laisse volontiers les qualificatifs que vous voudriez bien donner à la transition centrafricaine depuis le 24 mars 2013. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Ce qui est certain, c'est que ce pays n'a pas été à la hauteur des attentes de l'entièreté de sa nation, des différents groupes sociaux qui la forment. Une partie de notre nation a été délaissée, a été méprisée depuis fort longtemps. Nous avions connu un grand déséquilibre dans ce pays malgré nos richesses inestimables, naturelles. Et à tort ou à raison, nous sommes arrivés
à ce que nous appelons l'avènement du 24 mars qui a porté au pouvoir la coalition Seleka. Au départ, il est vrai que cela répondait à une très grande majorité des Centrafricains en ce qui concerne leur vision de ce pays pour un changement. Mais très vite, cette euphorie du début s'est tournée en cauchemar. Pourquoi? Parce que la Centrafrique est constituée en majorité de plus de 70%, si j'exagère, des jeunes qui n'ont rien à trouver à faire. Cette jeunesse centrafricaine, pleine d'espoir, pleine de vigueur, les différents régimes qui sont succédés n'ont pas su trouver des réponses adéquates pour pouvoir occuper cette jeunesse centrafricaine, cette population centrafricaine. La misère, la pauvreté, et quand vous jouez à cela, des calculs de tous ordres politiques, et que nous sommes un pays enclavé, coincé entre différents intérêts au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, en proie à une instabilité de part et d'autre. Tout cela fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation assez critique. La coalition au départ était composée de 3500 hommes. Mais à l'arrivée, il s'est avéré qu'il y a 22 000. Ces 22 000, il y a des bandits de grands chemins qui se sont joints. Il y a des groupes armés extérieurs qui se sont joints à cette coalition. Il y a aussi des Centrafricains, les reliquats des anciennes rébellions, qui n'ont pas été, trouvé de solutions adéquates à leurs problèmes depuis fort longtemps. Et donc tout cela fait que nous sommes en face d'une situation explosive. L'armée centrafricaine n'existe pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait confiance à cette armée centrafricaine de par le passé. Complètement écartée de la gestion de la chose publique, notamment de la sécurité intérieure et extérieure de l'État centrafricain. Les forces de maintien de l'ordre, la gendarmerie et la police, complètement méprisées. Et donc, on avait affaire à ce qu'on appelle une petite équipe qui gérait d'autres affaires. Et donc, voilà la situation dans laquelle on s'était trouvé quand la coalition Seleka a été arrivée au pouvoir. Et je me lâche là, il y a eu des exemptions de tout genre. Il y a eu des pillages, il y a eu des violations des droits de l'homme. Oui. Et voilà la situation que vous avez trouvée. C'est ce que vous dites. Exactement. Mais vous n'avez rien fait d'arranger. Vous n'avez passé votre temps qu'à piller et à violer les gens qui ont mis les espoirs dans vous. Le destin d'un pays repose entre les mains de ceux qui la dirigent. Oui, vous avez pillé, non ou pas? Exactement. Le chef de l'État de la transition, les autorités de la transition, avec l'appui de la communauté internationale, avaient à cœur de permettre à ce pays qui, depuis près de 30 ans, n'arrive pas du tout à retrouver le chemin du développement, le chemin du progrès, le chemin de la démocratie, une démocratie apaisée. Il était urgent pour les uns et les autres de juguler cette crise-là, de trouver la voie la plus idéale de manière à ce que nous puissions nous en sortir et à terme d'avoir un retour à leur condition le plus rapide. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas contrôler des groupes armés extérieurs, des mercenaires étrangers qui se sont joints dans le pays. Puisque l'armée n'existe pas, les frontières sont poreuses. Ça veut dire que quelque part, vous ne connaissez pas ce que vous êtes venu faire, vous étiez des aventuriers. La question, elle est d'autant plus complexe que la question que vous posez. 623 000 km², avec 4,5 millions d'habitants. Avec quels moyens la coalition Seleka à l'époque pouvait se permettre de garantir l'intégrité territoriale de la Centrafrique. Si vous n'étiez pas prêt, pourquoi vous êtes alors venu au pouvoir? Le droit des peuples à revendiquer ce que leur revient de droit. Le droit des peuples à un moment donné de l'histoire de se dire que halte à la misère, halte à la servitude, halte au retranchement, halte à la disparition d'une nation, à une partie intégrante de cette nation-là. Au départ, tout cela a été salué par la communauté internationale, par les Centrafricains eux-mêmes. Mais c'est dans la gestion du pouvoir,
c'est dans la manière de conduire cette transition, les débuts de cette transition, et face aux difficultés énormes, les défis qui étaient en face, et ce sont ces défis-là qu'il fallait les relever. Comment les relever? À travers une démarche stratégique, avec une vision de la défense et de la sécurité, avec une vision de la vision du point de vue sociologique. Et c'est ça qui manquait. Et donc il fallait avoir l'appui de la communauté internationale. Et le temps de vérifier. Vous n'avez pas de vision. Il y avait une vision. Cette vision, c'est d'établir une société de justice et de paix. Et une société d'équilibre. Une société qui permette à tous les fils de Centrafrique, du nord au sud, du centre à l'ouest, de l'est à l'ouest, de pouvoir se dire qu'ils sont effectivement fils de ce pays-là et qui a un partage équitable de ressources naturelles, qui est la bonne gouvernance, qui est le respect des uns et des autres, que les sensibilités du pays puissent vivre en harmonie, que cela soit respecté. Et voilà le socle même de ce combat-là. Monsieur Kodege, vous êtes sarcastique, parce que tout ce que vous dites là, vous n'avez rien fait. Il y a des avancées notables. Je vous dis, quand vous arrivez, il y a eu des avancées notables. Parce que cela a permis quand même avancées pour piller les maisons des Centrafricains pour je vous dis que dès que la question a été posée, dès que les constats ont été faits, il y a eu traduction devant la justice centrafricaine. Qui par exemple a été beaucoup de ex-Séléka ont été traduits. Beaucoup, c'est vague, peut-être 10, c'est 3, c'est 1, c'est 2. Une trentaine, il y a eu beaucoup de... Vous savez, nous sommes quand même en démocratie, nous sommes devant une justice. La séparation de pouvoir, la justice a fait son travail, beaucoup ont été arrêtés, ont été traduits devant la justice a rendu son verdict. Donc il y a eu des gens sur lesquels il y a eu des charges qui étaient lourdes et qui ont répondu de leurs actes. La justice les a condamnés à la peine maximale. Il y a eu d'autres qui ont été relaxés. Il y a eu d'autres poursuites qui étaient en cours. Et donc on ne pouvait pas du tout, comme dans un régime dictatorial, dire que telle personne, tel ou tel groupe ou telle masse de personnes qui ont été arrêtées doivent répondre de telles accusations, etc. Donc il fallait respecter ce principe-là. En même temps, il y a eu la dissolution de la coalition Séléka parce que cela était devenu un peu inadmissible. Pourquoi? Parce que ça permettrait aux autorités de la transition de voir beaucoup plus clair. Parce que qui se réclamait de Séléka, qui ne se réclamait pas de Séléka? Et je vous dis que la situation était complexe. Oui, mais d'autres disent que cette dissolution avait été demandée par le numéro 2, le numéro 3 de la Séléka, M. Moussa Mohamed Dafan. Et c'est la raison pour laquelle on lui est mis en prison. Donc ça veut dire que quelque part, ton chef, M. Michel Diotodia, et Nouroudine Adam n'avaient pas envie que ça marche bien, ils voulaient le désordre. Il fallait avoir un cap. Nous ne sommes plus dans cette phase de chercher à tirer les draps vers un ou vers une autre un autre côté. Il est aussi question de se dire que la coalition, quand on dit coalition, c'est le groupement de plusieurs groupements. Et donc, dans la gestion du pouvoir, il est vrai qu'il peut y avoir des décisions qui doivent être discutées de manière âpre, de manière aussi, et c'est ça qui fait le mieux dans cette situation en matière de la gestion du pouvoir. Bref, la décision a été prise de la coalition, de la dissolution de la coalition Séléka. Je laisse volontiers à la justice centrafricaine, à la postérité, aux historiens, aux commentateurs de la vie politique, aux observateurs de la vie politique nationale de commenter tel ou tel fait politique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'impulsion politique. Quelle est la vision? Qu'est-ce qui a présidé à la destinée de ce pays? Quels sont les hauts et les bas? Et c'est ce qui a été fait. Vous aviez une vision, vous là, à Séléka, avec Michel, vous avez une vision? La vision, c'est ce que je vous ai expliqué, malheureusement, face aux défis qui se sont posés sur le terrain, aux actes qui ont été posés sur le terrain, il avait été constaté et que les conséquences à tirer de cela, c'était de réorienter autrement la transition, de prendre une nouvelle direction, de chercher à voir dans quelle direction les choses peuvent être beaucoup plus mieux pour permettre à ce que les profondes aspirations du peuple centrafricain, lesquelles aspirations ont guidé à tort ou à raison la coalition Séléka à prendre le pouvoir pendant cette période-là. Et c'est ce à quoi je vous ai dit vous avez pris le pouvoir, vous n'avez rien fait. 10 mois de pillage, les souffrances atroces au peuple centrafricain.
Ça ne vous fait pas mal au cœur, monsieur? Je vous dis que quand on a la responsabilité d'un pays, quand on aspire et quand on est aux commandes de l'État, en tant qu'homme politique, en tant qu'acteur politique, il faut savoir reconnaître les choses. S'il y a eu un certain nombre de décisions courageuses qui ont été prises sur le plan politique, cela demande du volontarisme politique. Ça veut dire qu'on a à cœur de permettre à ce pays de souffler autrement, d'aller vers le progrès, de s'engager vers une voie qui puisse permettre à l'ensemble de la nation à explorer un emblème meilleur. Mais les contextes du terrain ne permettent pas du tout à cette époque-là, et c'est avec force, c'est avec beaucoup d'abnégation, c'est avec beaucoup de courage, et à l'intérieur du pays, cela ne peut pas se faire seulement, mais avec le concours de la communauté internationale, puisque la situation du pays est tellement catastrophique, la situation du pays sur tous les plans ne permettait pas du tout aux dirigeants de pouvoir prendre à bras le corps cette situation, malgré leur bonne volonté, malgré l'engouement, malgré la volonté politique qu'il y avait. Et donc il fallait que tous ensemble, les hommes politiques, les forces vives de la nation, puissent ensemble, la main dans la main, essayer de conduire cela. Malheureusement, il y a d'autres visées politiciennes. Il y a d'autres visées. Mais ceux qui ont perdu le pouvoir hier n'en ont pas entendu parler, ne veulent pas du tout laisser les choses se faire normalement. Il y a eu des sabotages de la transition. Il y a eu d'autres groupes armés qui se sont formés en dehors de la coalition Séléka. Comme laquelle? Mais vous avez connu ce que nous appelons aujourd'hui le phénomène anti-Balaka. Donc vous voulez dire que c'est à cause de anti-Balaka que vous avez donc choisi de humilier les Centrafricains, piller... Je ne l'ai pas dit. Ce serait mentir au peuple centrafricain, ce serait mentir à la communauté internationale. Il y a eu des actes qui ont été posés, notamment la mise en œuvre de grandes décisions dans le cadre des actes devant permettre le processus de DDR, du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Deuxièmement, il doit y avoir ce qu'on avait le pouvoir de réforme du secteur de sécurité en Centrafrique. Il était question aussi d'envisager une nouvelle armée centrafricaine, parce qu'on n'en a pas du tout cette armée centrafricaine depuis plus de 20 ans. Cela n'existe plus. L'armée centrafricaine a été toujours composée, a été tout constituée sur la base ethnique. Chaque régime qui arrive au pouvoir, et donc c'était le plus grand danger. Le vôtre était différent. La coalition Séléka au pouvoir n'avait pas encore eu le temps matériel de pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle armée centrafricaine avec l'appui de la communauté internationale. Et dites-vous que la coalition Séléka n'était pas du tout composée essentiellement d'une seule ethnie. C'était des Centrafricains du nord au sud. De l'est à l'ouest se sont constitués dans la coalition Séléka. Même si cela le numéro 1, c'était Michel Diotodia. Il venait de la région du nord-est, je ne sais pas. Le numéro 2, Nouroudine Adam, il venait tout le même point. Numéro 3, Dafan Mohamed Moussa Mohamed Dafan. Il est vrai, quand vous énumérez ces noms, oui. En réalité, quand vous énumérez aussi les noms de tous les combattants qui faisaient partie de l'ex-coalition Séléka, ce ne serait pas ces noms que vous devez égrener. Je pense que en fait, dans la réalité, vous allez retrouver, mais ça fait quand même 3500, nous n'allons pas quand même dans l'émission égrener le nom de 3500 combattants d'ex-Séléka et à fortiori, les 22 000 qui se sont retrouvés à prendre le pouvoir le 24 mars. Donc, si on se réfère sur ce listing-là, vous allez vous rendre compte que c'était des Centrafricains qui avaient une base, avaient des revendications, avaient des profondes motivations, avaient des raisons pour lesquels ils se sont engagés, ils ont pris les armes qui ont été laissées par l'ancien régime, par le président Bouzouzi, qui ont été distribuées comme des pains, qui ont été distribuées avec tout le monde, et qui se disent, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont aucune occupation, lucrative, etc., ils se sont engagés, les reliquats des anciennes rébellions. Bien sûr, il ne faut jamais oublier ça, qui ont amené au pouvoir en 2003 l'ancien président Bouzouzi pendant toute sa porte. On vous accuse aussi d'avoir distribué les armes à tous les musulmans qui sont en Centrafrique. C'est vrai ou faux? Il faudrait bien que cette question soit apportée avec des preuves irréfutables. Ce qui est certain. Parce que vous avez les preuves des accusations que vous faites sur l'ancien régime. Mais les preuves sont là. Nous avions aujourd'hui les médias internationaux, les médias internationaux le savent très bien. Quand on a distribué des maquettes à la population civile, quand les garnisons, la poudrerie centrafricaine
n'avait pas été confié à l'armée centrafricaine, on ne faisait plus confiance à l'armée centrafricaine et que ces poudriers, ces armes qui ont été achetées par l'argent qui devait accompagner le développement socio-économique du pays, cet argent a servi à acheter des armes et les entreprises dans des lieux non sécurisés et que cela a été laissé à la merci de la population civile et à qui on a appelé la population civile à s'en servir. Qui a appelé la population civile? Mais les autorités d'antan qui ont appelé la population civile parce qu'on voulait lever le spectre de l'invention musulmane, l'invention du djihad, l'invention des mercenaires. Ça a été préparé, la psychologie des Centrafricains a été préparée. On voit que dans la hiérarchie militaire, il y avait des Soudanais, des Tchadiens, c'était un peu la foi au djihadisme qui se... Nous avions, je vous disais que nous avions une frontière poreuse, 623 000 km². Nous avions 4 500 000 habitants. Et je vous ai dit que l'armée centrafricaine qui avait le devoir, la responsabilité de protéger les Centrafricains, l'intégrité du territoire national avait été délaissée. Pendant plus de 10 ans, on n'avait pas fait confiance à cette armée. À partir de ce moment-là, le reste du territoire est laissé à la merci de tous les mercenaires, de tous les groupes armés extérieurs, à tous les bandits, à tous les groupes armés qui écument, qui sont dans le territoire, sur le territoire centrafricain, dans un territoire vert. Donc à partir de ce moment-là, le terroir était propice à l'installation de toute personne ayant des visées criminelles et qui se positionne sur le territoire. Et donc, la responsabilité de la coalition syndicale étant au pouvoir était de faire de sorte que cela puisse chercher de faire la différence entre ceux qui étaient des Centrafricains qui, sur la base d'une revendication qui avait été quand même reconnue de manière légale sur le plan de la légitimité internationale par les accords de Libreville, qui ont été introduits dans des actes constitutifs qui permettent de gérer la transition. Tout cela a permis de pouvoir continuer à gérer les affaires de l'État. Mais malheureusement, sur le terrain, les choses n'étaient pas dans ce sens-là. Et ce que je vous dis, on reconnaît volontiers qu'il y a eu des exactions, qu'il y a eu des pillages, et qu'il fallait chercher à mettre fin à cela. Il y a eu des actes qui ont été portés. Peut-être leur portée n'a pas été significative. Peut-être que ces actions n'ont pas été suffisantes. Peut-être que cet engagement était à minima. Peut-être que cette volonté politique n'était pas à la hauteur des attentes de ce peuple-là, qui, durant 30 années, n'arrivait pas du tout à s'en sortir. Oui, à partir de ce moment-là, on peut le reconnaître volontiers aujourd'hui, mais malheureusement, de l'autre côté, il y a eu aussi des visées sécessionnistes, il y a eu aussi des visées à caractère guerrier. Qui voulait la sécession? Mais quand on ne veut pas... Non, c'est pas que la Séléka a vu la sécession, parce que... Mais aujourd'hui, quand on demande... C'est lui qui avait parlé de la sécession, le premier. Il était le conseiller spécial de votre président. Il avait été immédiatement démis de ses fonctions quand ces déclarations qui ont fait le tour du monde entier et qui a choqué plus d'un des Centrafricains, aussitôt, le chef de l'État a pris ses responsabilités et l'a démis de ses fonctions en donnant un cap, une position claire, intransigeante, et qui a déclaré que la Centrafrique est une indivisible laïque. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de doute, il ne peut y avoir aucune responsabilité à porter sur les autorités de transition d'alors quant à la position prise par ce compatriote qui lui-même, qui s'est posé la question hier et qui après a reconnu que quelque chose a été le fondement de cette position. J'ai vu une question de décision, monsieur. C'est Madame Catherine Samba-Panza. Que dites-vous des gens qui disent qu'elle a déjà raté parce qu'elle n'a pas respecté les accords de N'Djamena? Il est trop facile pour des observateurs, tant nationaux qu'internationaux. Il est aussi trop facile, compte tenu de la profondeur de la crise centrafricaine, de porter un jugement hâtif sur la période de la prise de pouvoir de Mme Catherine Samba-Panza en tant que chef d'État de la transition. Je vous dis que ce pays, la question de ce pays n'est pas de changer Pierre ou Paul.
La question de ce pays n'est pas de dire que aujourd'hui, ce sont ces institutions qui ne sont pas fortes. Ce sont quelques éléments, un groupe ou une partie des forces vives de la nation qui n'arrivent pas du tout à fédérer ce pays, ou a été l'une des causes de ce pays-là. C'est un tout. C'est un tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est question de se dire où va la Centrafrique. Ce pays est en train de disparaître. Hier, on a pensé qu'avec le départ de Michel Ndoutudia, la question serait réglée parce que c'était la revendication principale. Mais force est de constater malheureusement aujourd'hui que nous sommes en train de glisser vers une épuration ethnique. Les mots qui ont été utilisés ne sont pas les miens. Entre-temps, un haut responsable, un chef d'État d'un pays, d'une puissance étrangère, avait parlé de pré-génocide en Centrafrique. Les choses sont en train de se réaliser ou sont en train de se en œuvre. Il y a le génocide qui se prépare. Les constats sont là aujourd'hui. Ce n'est pas à moi de mettre un mot, de mettre un vocable sur ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui. Un pays est en train de disparaître. Une nation est en train de se disparaître. Oui. Et c'est ce qu'on appelle le fondement même des acquis de ce pays, la société. C'est cette population qui est en train de se disparaître, qui est en train de complètement être oubliée de la carte. Je vais vous poser une autre question. Votre patron, M. Ndoutudia, il est parti, il vous a laissé ici. Il vous a abandonné. Pourtant, vous l'avez défendu bec et ongle. Nous sommes l'avocat du diable. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des combattants de la liberté. Vous vous foutez Nous sommes des Centrafricains. Quel que soit ce qui se passe dans notre pays, nous devons accepter de porter cette lourde responsabilité. C'est quand la maison brûle qu'il faut être là. Ce n'est pas pendant des périodes où les choses sont normales. Je vous ai dit qu'en tant que démocrate, j'ai combattu. Nous avions combattu pour la liberté, pour la démocratie. Et c'est quand la coalition Sénéca a pris le pouvoir, et quand les choses n'allaient pas du tout, appel a été fait à beaucoup d'autres compatriotes de pouvoir se joindre à l'œuvre pour la reconstruction de ce pays, pour que ce pays puisse renaître sur ce temps, pour qu'une nouvelle Centrafrique soit possible, pour que nous puissions avoir une autre vision de cette Centrafrique qui hier faisait la fierté de l'Afrique centrale, la stabilité de l'Afrique centrale. Ce pays vert qui a d'énormes potentialités, qui a des richesses, et qui, ces richesses ne sont pas du tout encore exploitées aujourd'hui. Ces richesses qui peuvent permettre de faire vivre les Centrafricains et au-delà des Centrafricains, la sous-région d'Afrique centrale et beaucoup d'autres pays. Je pense à l'hydrographie, je pense aux richesses minières, je pense au pétrole, je pense à beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas. Quel est le problème? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit, avec les Centrafricains, ensemble avec les Centrafricains, trouver la solution. Mais cette solution ne doit pas venir d'ailleurs. C'est entre nous-mêmes. Il faudrait que nous fassions ce qu'on j'appelait le désarmement des cœurs. Et que les Centrafricains, ce que nous pensons hier comme étant de la légèreté, ce que nous avons pensé qui devait arriver à d'autres nations, et que nous pensons que c'était des choses qui seraient faciles, aujourd'hui cela nous arrive. Et que nous nous sommes engagés, nous sommes livrés malheureusement à ce jeu, et que nous pensons que ce jeu-là est important pour nous. Malheureusement, nous sommes en train de disparaître et qu'il faille que chacun de nous fasse son mea culpa. Chacun, en commençant par moi-même, en commençant par tous les acteurs politiques, en commençant par les acteurs religieux, en commençant par les acteurs sociaux, toutes les forces vives de la nation pour dire que stop, que nous devons aller de l'avant et que ce pays doit survivre. À l'instar de ce que nous avons vu dans d'autres pays comme le Congo, comme le Rwanda, qui ont connu, comme le Soudan, le Tchad, comme beaucoup d'autres pays, pour que nous ne puissions pas du tout faire du tort aux autres nations, aux autres pays d'Afrique centrale. Monsieur Kodégué, c'est un honneur de vous recevoir. Je vous remercie.